Europe Matin, Patrick Cohen. Voici Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. 4 morts, 4 collégiens, 10 blessés dans un état grave. Dernier bilan ce matin dans les Pyrénées-Orientales après le terrible accident d'un passage à niveau. Un bus scolaire littéralement coupé en deux, éventré par un TER. Les premiers éléments de l'enquête dans ce journal. Nous serons également devant le collège et dans le village d'où sont originaires les victimes. Le silence, l'émotion et l'entraide aussi, vous le verrez. Et juste après ce journal, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, en ligne avec nous, ainsi qu'en studio, la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Dans le reste de l'actualité, Jean-Philippe. Le procès de Georges Tron et le témoignage hier des 2 femmes qui accusent l'ancien secrétaire d'État de viol et d'agression sexuelle. Le Brexit et ce nouveau sommet à Bruxelles. Isabelle Horry nous en dira plus sur le scénario de la sortie tel qu'il se dessine. Et puis nous prendrons l'air avec François Gabard qui file tout droit vers un nouveau record du Tour du Monde à la voile en solitaire. Retour sur la terre ferme prévu dimanche. Le bilan est lourd et il est toujours provisoire. 4 morts, des adolescents et 16 blessés dont 10 dans une urgence absolue. Les médecins ont toujours le plus grand mal ce matin à identifier certaines victimes. Elles étaient toutes dans ce bus scolaire, coupé en deux à un passage à niveau. Ils ramenaient chez eux des élèves du collège de Millas dans les Pyrénées-Orientales. Un collège devant lequel vous vous trouvez, Benjamin Péter. C'est important de le dire, l'établissement ouvre ce matin comme pour libérer la parole chez tous les enfants qu'on imagine forcément traumatisés. Oui, et les professeurs ont d'ailleurs été convoqués par le principal dès 7 heures ce matin. On les a vus arriver, le visage fermé, certains se prenant dans les bras pour tenter de surmonter ce moment. On sent vraiment une atmosphère pesante, un peu froide, comme un réflexe de protection. Mais dans les faits, beaucoup sont perdus. Écoutez, Jordi Sales, il est professeur d'espagnol et de catalan dans le collège Bourquin. Il appréhende beaucoup cette journée. J'arrive bouleversé. Voilà. Déjà, on ne sait pas quels élèves ont été touchés. Voilà. Ça va toucher tout le monde. C'est pas que les élèves, toute la communauté éducative va être touchée. On ne sait même pas comment je vais m'y prendre. Je sais pas, j'essaye de tenir le coup et on verra bien. Alors en tout, c'est une 60aine de professionnels, des psychologues, des assistantes sociales qui vont discuter avec le professeur dans un premier temps, puis avec les enfants qui, eux non plus, ne connaissent toujours pas le nom des victimes. Des enfants qu'on imagine traumatisés. Et pour Armande Le Pellec-Muller, la rectrice, il était indispensable d'ouvrir aujourd'hui les portes de l'établissement à tous ceux qui ont besoin de parler. On vit vraiment un drame absolu et il était souhaitable de pouvoir ouvrir l'établissement pour que nos jeunes, et on a bien compris que c'était des tout petits, puissent libérer une parole, puissent trouver une écoute avec un maximum d'adultes présents dans l'établissement. Et cette cellule psychologique doit aussi se prolonger dans les prochains jours pour que ceux qui peut-être n'arriveraient pas à mettre des mots ou juste à exprimer leur chagrin dès aujourd'hui, dans ce grand moment de recueillement, puissent le faire quand ils seront prêts. Merci Benjamin Péter. Il y a aussi la commune de Saint-Féliu-d'Availle d'où sont originaires toutes les victimes et où nous retrouvons tout de suite en direct Jean-Jacques Herry. Jean-Jacques, vous êtes dans un lieu de rassemblement, le bar du village. Oui, où beaucoup viennent prendre leur café avant d'aller au travail. Tout le monde ici connaît une famille touchée par la catastrophe. Alors régulièrement, la porte s'ouvre, on demande des nouvelles des blessés, on s'interroge et surtout, on se réconforte et on s'embrasse. Évidemment, il n'y a qu'un seul sujet de conversation. Ceux qui sont assis sur les tabourets du bar, comme Hervé, tournent le dos au comptoir. Les yeux sont rivés sur l'écran de télévision et les chaînes d'information en continu pour connaître les derniers développements de l'enquête. C'est les enfants du village, je ne les connaissais pas personnellement. Je connais par contre les parents. Saint-Féliu sera marqué à tout jamais. On a le cœur qui saigne à Saint-Féliu aujourd'hui. Pas grand-chose à rajouter. C'est terrible. Tony, le patron du bar, lui resserre un café. Ses cernes trahissent une nuit sans sommeil. Je ne veux plus parler, dit-il. Ça me fait trop souffrir. Cet après-midi, comme un bon nombre de ses clients, il ira donner son sang à la collecte qui aura lieu dans le village. Jean-Jacques Herry en direct de Saint-Féliu-d'Availle. Les premiers témoins ont été entendus pour tenter de comprendre les circonstances du drame. Notamment le conducteur du TER. Il y a également ce petit garçon en trottinette. Il est arrivé au passage à niveau quelques minutes après la collision. Il a immédiatement appelé son père qui lui a demandé d'envoyer une photo pour mieux comprendre la situation. Mon gamin était en train de me dire « Papa, il y en a de partout ». Et en fait, moi, ce qui m'a surpris sur la photo qu'on a reçue, c'est que au niveau des barrières, en fait, la barrière, elle est complètement relevée. Il n'y a pas de barrière cassée. On voit effectivement le bus qui est vraiment coupé en deux et les barrières qui sont relevées. Un témoignage recueilli par Benjamin Péter. Il y a aussi le récit d'Anthony. Il se trouvait à moins d'1 kilomètre du lieu de la tragédie. Avec mon père, on bricolait sur la parcelle et on a attendu abondamment le train avertir de klaxon. Pendant 30 secondes, ça s'arrête pas de klaxonner. Je pense que c'est plutôt pour alerter. Après, c'est le bruit impressionnant du
du choc, telle une grosse explosion, comme si c'était une explosion de dynamite. Un gros boom, c'est là qu'on a vu qu'il y avait quelque chose de grave. Et avec nous en studio, Emmanuel Dutheil. Emmanuel, on retient deux choses de ces récits. La barrière levée, également la sirène du TER qui a retenti manifestement à plusieurs reprises avant le choc. Tout cela à prendre, bien sûr, avec précaution. Qu'est-ce que vous dit la SNCF ce matin ? Eh bien qu'il faut attendre les résultats des enquêtes et notamment de l'enquête menée par la SNCF. Cette enquête va reposer en grande partie sur les témoignages. Ça va prendre plusieurs semaines. La grande question ce matin, c'est bien évidemment de savoir si les barrières du passage à niveau ont fonctionné normalement ou non. Là-dessus, il y a des versions contradictoires. On vient de l'entendre. De sources internes à la SNCF, on veut croire que ce passage a fonctionné normalement. Ce qui est sûr, et ça a été confirmé ce matin sur Europe 1 par le maire d'où étaient originaires les jeunes, c'est que ce passage à niveau ne faisait pas partie de ceux considérés comme dangereux. Alors, est-ce qu'il y a eu une panne sur ce passage ? Logiquement, les barrières se baissent de façon automatique. Un accident technique de la part du car ? On ne peut pas y répondre, mais ces passages à niveau avec ou sans barrière posent régulièrement problème. L'an dernier, 31 personnes sont mortes dans des collisions à des passages à niveau. Emmanuel Dutheil, il y a aussi la conductrice du bus, 48 ans, elle fait partie des blessés graves. Le Premier ministre Édouard Philippe était sur place dès hier soir. Emmanuel Macron, lui, est à Bruxelles, mais il a réagi sur Twitter. Toutes mes pensées pour les victimes et leurs familles, écrit le président. Je vous rappelle donc le dernier bilan ce matin. 4 morts, 4 adolescents et 16 blessés, dont 10 dans un état grave. Et donc la conductrice du bus qui n'a pas pu être entendue encore sur les circonstances de l'accident. Juste après le journal, je recevrai la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, et la ministre des Transports, Elisabeth Borne. À suivre le reste de l'actualité, notamment le tour du monde à la voile de François Gabard. Exploit et record en vue. Il est 8h08, Patrick Cohen. La suite du journal, Jean-Philippe Ballas, avec ce moment important hier au procès de Georges Tron devant les assises de Seine-Saint-Denis. Les témoignages des 2 femmes qui accusent l'ex-secrétaire d'État de viol et agression sexuelle. L'une d'entre elles s'appelle Virginie Faux. Elle a passé 6 heures à la barre, malmenée pendant les débats. Écoutez son avocat, maître Vincent Olivier. On lui a fait reproche de ne pas s'être suffisamment débattu, on lui a fait reproche de ne pas être parti, on lui a fait reproche d'avoir obéi à sa hiérarchie et ce faisant de s'être placé dans les conditions du viol. C'est-à-dire qu'on a ignoré la sidération et l'emprise, qui sont des notions psychiatriques qui peuvent expliquer pourquoi des femmes ou des hommes placés dans des situations d'agression ne sont pas en mesure de se défendre, ne sont pas en mesure de partir, et pourquoi elles se placent inconsciemment sous la main de leurs agresseurs. Le président et les avocats de la défense ont relevé de nombreuses contradictions, incohérences dans les propos et les diverses déclarations de votre cliente. Ça n'entame pas sa crédibilité, puisque l'on parle d'incohérences, de contradictions et de mensonges. J'attends avec impatience l'audition des accusés qui en apportera un lot largement supérieur. Maître Olivier au micro de Guillaume Biet qui suit pour nous ce procès de Georges Tron et de son ancienne adjointe, un procès qui se termine en principe la semaine prochaine. Également dans l'actualité, le Brexit, sommet européen à Bruxelles et un peu de baume au cœur pour Theresa May. La première ministre britannique fragilisée dans son pays a été applaudie hier soir par les dirigeants de l'Union. Façon d'acter les progrès dans les négociations, même si le processus est loin d'être terminé. Le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne à la fin du mois de mars 2019. Enfin, quitter pas tout à fait, vous allez le voir, avec notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. Que va-t-il se passer le 30 mars 2019 ? Alors officiellement, la Grande-Bretagne sera fraîchement divorcée depuis la veille, mais elle n'aura pas encore fini de négocier son futur partenariat avec les Européens. Ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Donc, Londres voudrait bien rester encore un peu au chaud dans la maison commune, profiter des avantages de la vie à 28, le temps de préparer son déménagement. Theresa May a demandé que cette période de transition dure au moins 2 ans. Ce matin, les Européens vont donc fixer leurs conditions. Ils veulent bien continuer à abriter la Grande-Bretagne sous leur toit, mais seulement si Londres respecte le règlement de copropriété à 100% et que les Britanniques payent le loyer sans avoir voix au chapitre. En clair, plus de commissaires européens ou d'eurodéputés britanniques, plus de droit de vote à la table des ministres, mais l'application de toutes les lois de l'Union européenne sans broncher. Ces conditions devraient être acceptées par Londres, qui veut entamer au plus vite l'importante discussion sur sa nouvelle relation avec ses ex-partenaires, mais ça sera au plus tôt au printemps prochain. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1. Et puis attention, si vous n'avez pas encore fait tous vos cadeaux de Noël, c'est presque le dernier week-end. Oui, dimanche prochain, nous serons le 24 décembre. La dernière ligne droite, donc, pour les parents qui donnent un coup de main au Père Noël et à ses lutins, avec la hantise de la rupture de stock. François Geffrier.
Ils sont un peu perdus. Dans une main, une liste griffonnée ou bien la photo d'un jouet sur leur écran de portable. Des dizaines de parents scrutent les rayons de ce magasin, mais parfois il manque le produit souhaité. Je voulais du slime et il n'y avait pas de slime. C'est un jeu comme de la pâte à modeler un petit peu, mais plus liquide. Il nous manque Gotham Comics, c'est ça. Et puis un jeu La Reine des Neiges. J'ai pas trouvé et il n'y a personne pour me renseigner, donc je m'en vais sans rien acheter. Allez, on se détend. Il y en aura peut-être dans le magasin d'à côté. En tout cas, les 3 jeux déjà en rupture de stock cette année sont effectivement la pâte slime, une sorte de gelée visqueuse qu'on malaxe dans les cours de récré. Il y a aussi certains accessoires des toupies Beyblades. Et enfin le jeu Escape Game, lancé pourtant à 80 000 exemplaires, explique Franck Matet de Jouet Club. Les Escape Games, c'était vraiment une tendance qui était attendue sur cette année. Les ventes sont bien au-delà de ce qu'on avait pu prévoir. Compte tenu du délai de fabrication, le fabricant ne peut pas nous en livrer avant 2018. Alors un conseil pour les pères et les mères Noël, allez en magasin dès l'ouverture car ils sont livrés la nuit et tout le stock est en rayon. François Geffrier, l'actualité sportive avec du handball et les Françaises en demi-finale du championnat du monde en Allemagne. Elles seront favorites ce soir face à la Suède. De la voile enfin et un record en vue pour François Gabard. Celui du Tour du monde en solitaire, le skipper français impressionnant à bord de son maxi trimaran. Il devrait toucher terre dès dimanche et pulvériser le précédent record de 49 jours. François Gabard, ému, vous allez l'entendre, Corinne Boulou, la joie en mer pour Europe 1. Fierté, bonheur, qui est un peu au fond de moi quand même, que je contiens mais qui est là. Il reste encore du chemin avec pas mal de pièges et cette joie, je la laisserai jaillir quand on aura coupé la ligne d'arrivée. J'espère le plus rapidement possible et j'espère dans des super conditions. François Gabard au micro de Corinne Boulou. Et puis la fin de l'aventure aux Oscars pour le film français 120 battements par minute. Il n'est finalement pas retenu dans la présélection catégorie meilleur film étranger. Merci à vous, Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.